Comment tu fais pour mettre un pied dedans, sachant que c'est compliqué au début? J'avais déjà un pied dedans parce que en fait, je me disais juste ça va marcher. Salut, moi c'est Clélia. En travaillant dans le milieu des médias, je me suis rendu compte qu'il était rempli de personnalités incroyables au destin hors du commun. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller à leur rencontre afin qu'ils me racontent leurs histoires et les coulisses de leur métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail de la styliste Clélia, qui est célèbre pour sa passion des habits qu'elle porte chaque jour, même pendant ses tournages. Clélia est une styliste de renom ayant collaboré avec des magazines prestigieux tels que Vogue et Vanity Fair. Elle a également habillé des artistes tels que Maes, Uzi, Zola, mais aussi Presnel Kipembe. En outre, elle compte parmi ses clients des marques renommées comme Adidas et Ralph Lauren, pour n'en citer que quelques-unes. En résumé, Clélia est une styliste talentueuse reconnue pour son travail exceptionnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sofa Talk. Aujourd'hui, je suis avec Clélia. Salut, tu t'appelles Clélia aussi, non? Tu sais que c'est la première fois que je rencontre une personne qui s'appelle Clélia. C'est vrai, mais je crois que moi aussi en vrai. J'ai déjà entendu des Clélia, mais je les ai pas vues en réel. J'ai suivi un peu ton évolution. Mais déjà, avant de parler de ça, je voudrais revenir rapidement sur ton parcours. Comment tu es devenue Clélia, la styliste d'aujourd'hui. Ok. Et un peu toutes tes expériences, quoi. Parce que je sais que tu as eu un parcours pas facile. Tu es passé par plusieurs étapes, embûches, portes fermées. Et je pense que ça peut être intéressant de revenir sur ça. Ok, ça marche. Tu as quitté ta campagne. Tu viens d'où, toi? Tu viens du sud, non? Ouais, je suis de Perpignan. Ouais. Moi, je suis 100% parisienne. Okay. J'avoue, quand on commence à me dire en dehors de Paris, pour moi, c'est un peu la campagne, tu vois. Non, mais j'habitais à la campagne, genre quasiment à la montagne. J'habitais à Caramanif, je pense que personne connaît à part le sud, voilà. C'est genre 80 habitants, pas de commerce, tu vois. Donc, et après, à 10 ans, je suis partie à Perpignan, mais je suis née là-bas. Et je suis venue à Paris à 19 ans. C'est ça, voilà. Sur un coup de tête. Un peu sur un coup de tête, mais en fait, j'avais commencé déjà, j'ai toujours aimé la mode. Et j'ai commencé à 16 ans, j'ai créé un magazine en ligne. Ouais. C'était un blog à l'époque des blogspot, tout ça là. Oh, tu sais que j'en avais créé un moi aussi. C'est vrai? Ouais. Ça marchait bien. C'était trop bien. Mais c'était le début des influenceurs. Exactement. Du coup, j'ai fait ça et je travaille. En fait, j'ai voulu monter à Paris, mais j'avais pas forcément les moyens. Du coup, j'ai travaillé. J'étais ASH en maison de retraite. Je faisais les ménages et en même temps, je faisais la plonge genre dans les crescendo cafétéria là, tu sais, genre les flunchs un peu de Perpignan. Ouais, pour mettre de l'argent de côté dans l'espoir de monter sur Paris. Ouais. Je me suis dit de toute façon, je suis obligée. Même j'ai commencé à travailler tôt. J'ai toujours voulu être hyper indépendante. Tu vois. C'est bien ça. Mes parents m'ont vachement éduquée là-dedans et eux ils m'ont vachement soutenue aussi dans le sens où ils me disaient on pourra pas te prendre une école de mode mais on va t'aider un peu avec les moyens qu'on peut et puis ils m'ont toujours envoyé de la force quoi, tu vois. Le jour de mes 19 ans je suis montée à Paris. Ah ouais. Le jour de ton anniversaire. Ouais. J'ai commencé à Perpignan, j'ai pris le train, je suis arrivée à Paris. Ok. J'ai dit nouvelle vie. Quand j'ai eu à peu près 20 ans, en gros le magazine est arrivé 9e au Golden Blog Awards, c'était les prix qu'il y avait à l'époque là pour les blogs etc. Je faisais quand même pas mal de vues. Sérieux, ton blogspot et tout, ton blog? Ouais, ça marchait grave bien. Mais non, c'était connu quand même à l'époque, ça s'appelait The Gold Tiger. Putain, j'ai pas connu, il existe encore? Non, en fait je me suis fait hacker. Le nom de domaine, ils m'ont volé le nom de domaine. Et du coup, moi, j'avais pas du tout les moyens de prendre des avocats, etc. Et je me suis dit, tant pis, tu vois, c'est que peut-être c'est pas ma voie. Et j'ai découvert le stylisme. Donc, habillé, etc. Je savais pas que c'était un métier, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout connu comme maintenant. Et puis, on était sur Facebook à l'ancienne. Donc, c'était pas comme maintenant. Même, par exemple, des fois, j'interviewais des célébrités, je les contactais sur Facebook. Les gens, ils étaient grave accessibles. C'est vrai que c'était plus simple. T'avais pas ce truc-là de maintenant, dès que tu contactes, c'est compliqué. T'as découvert comment? Le stylisme. En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'avais des bureaux de presse. Le premier bureau de presse qui m'a prêté, c'était Sandy Roy. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça me dit quelque chose. Et il m'avait contacté, il me prêtait des vêtements pour m'habiller pour des shoots. Mais moi, je préférais habiller les personnes limite que trop m'habiller moi. Et du coup, je repérais des gens dans le métro, je leur faisais des looks, et comme je faisais de la photo depuis, mon père a fait de la photo, tu vois, il fait ça en loisir. Voilà. Du coup, j'avais commencé la photo à 12-13 ans, donc je faisais moi-même les photos, et après j'allais sur YouTube pour faire des tutos, je faisais le maquillage et la coiffure. Mais non, c'est-à-dire que t'allais dans la rue, t'allais dire toi j'aime bien ta tête et tout. Vu que j'ai la chasse, je suis du sud, des fois je disais ouais ça va, je peux te shooter, mais je prenais des gens qui avaient rien à voir avec la mode, tu vois, j'ai toujours trouvé les personnes belles elles-mêmes, enfin tu sais, je vois pas les vêtements, les coiffures, tu vois, je
vois La l'aura personnalité, et ouais. ce que la personne elle dégage. Et du coup, ça m'a permis de photographier des gens qui avaient rien à voir. Et en plus, eux, ils sont, comment dire, le fait que quand tu shootes des personnes aussi qui sont pas du tout dans la mode, t'as un effet de ouf parce que, mettons, toi, t'as jamais fait de shooting. D'un coup, tu te fais habiller, maquiller, tous tes potes, ils vont être en mode. Oh, mais trop C'est stylé, clair. tu Même vois. moi, je vais être impressionnée. Tu vois, c'est ça. Et il y a plein de filles avec qui j'ai fait poser, par exemple. Après, elles me disaient ah, mais ça m'a donné envie de me maquiller ou ça m'a donné envie de. Tu vois, je sais que ça a fait un déclic peut-être aussi pour elles. Et il y en a plein avec qui je suis copine aussi, du coup, maintenant. J'ai fait ça et en gros, vu que je te dis, j'ai été obligée d'avoir un travail alimentaire, donc je faisais de la vente, tu vois, histoire d'être encore dans la mode. Du coup, ça me permettait les jours où je travaillais pas, genre, je faisais mes petits shoots comme ça. Et j'ai emprunté dans les showrooms grâce au magazine, en gros, pour avoir des petits accès. Mais à l'époque, j'allais chez Zara, j'achetais, je remboursais, où j'avais un peu accès aux ventes presse aussi. Et j'allais dans les ventes presse, du coup, je mettais par exemple du Carven sur les mannequins pour faire genre, j'avais des marques, et après je les revendais parce que j'avais pas les sous d'acheter. Comme ça, je rentabilisais, je me rachetais d'autres trucs si tu veux. En gros, j'ai toujours fait comme ça. Ouais. Tu vois. Donc, et en plus, ça m'a pris un peu de temps parce que quand je suis arrivée à Paris, tu sais, il fallait que je trouve un appart. Mais pour avoir un appart, il me fallait un CDI. Exactement. Donc, tu sais, je logeais un peu à droite à gauche. Après, je me suis installée, mais tu sais, j'avais pas trop de quoi meubler mon appart. Donc, c'était mes potes qui me ramenaient des trucs. Tout le monde m'achetait des meubles ou me trouvait des trucs dans la rue, genre. Mais bon, et après mes parents sont montés, ils m'ont meublé l'appart et tout. Après c'était cool, tu sais, j'avais 19 ans, donc en mode tu t'en fous quand t'es jeune. Ouais, tu penses pas à tout ça, quoi. Oui, Rien que déjà d'être sur Paris, c'est incroyable. Ouais. Donc tu te dis, je vis le moment et je m'en fous du reste. Même s'il y a des galères, je vis mon rêve, quoi. Là. Ouais, c'est ça, je suis à Paris, quoi, tu vois. Donc ok, c'est dur, et puis, mais tu te rends pas aussi... Enfin, genre, maintenant, refaire la même chose, je suis pas sûre que je pourrais à mon âge, mais tu vois, franchement, c'était cool. Et puis, comme je suis assez sociable, j'ai rencontré grave des gens, mais je suis arrivée ici, je connaissais personne. Zéro ami. J'avais une ou deux potes chez qui je dormais, du coup. Okay. Mais après, tous les gens que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés en étant ici, quoi. J'avais pas du tout de contact ou quoi que ce soit, quoi. Tu vois, j'étais un peu genre la petite touriste, quoi. Ouais, voilà. Faut charbonner, quoi. Faut charbonner. Ouais. Mais en même temps, comment tu fais pour vivre ? Du coup, je travaillais dans la vente. Au début, j'ai fait plein de boulot. J'ai même bossé à l'UNICEF, là, tu sais, dans la rue, les gars qui t'arrêtent, là. Les gars qu'on voit à Saint-Lazare, là, ouais. Et dès que tu les vois, t'es là, oh non, 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 je suis pressée et tout, je m'arrête pas. Qui te font une formation et tout pour faire ça. T'as 3 jours de formation. Mais non. Et tout. Ouais. À stopper les gens dans la rue et t'es payé pour faire ça. Okay. En gros, par les assos. J'ai fait ça pendant un petit moment. Après, j'avais fait... ça, franchement, c'était dur parce que quand t'es dans la rue, il fait froid. Franchement, je les respecte parce que c'est hardcore. Et les gens, ils te parlent mal. Ou t'as des gens t'as les lourdeaux qui te draguent aussi, tu vois. Donc, j'avais fait ça l'hiver à Place de Clichy, moi. J'ai fait 1 mois. Et franchement, c'était hyper dur. Après, j'ai fait genre Zara. J'étais partie chez Manouche. Et après, j'ai bossé chez Tommy Hilfiger. J'ai été prise pour faire du personal shopping. Grâce à Tommy Hilfiger, t'as commencé un peu à mettre le pied. Ça, c'était grâce au magazine aussi. Il y a un pote à moi qui bossait là-bas qui m'a fait rentrer. Du coup, j'ai un peu mis le pied dans la mode et j'étais à l'étage homme costume. Donc, du coup, je faisais spécialiste costume, personal shopping. J'avais organisé des shootings et tout à l'époque à la boutique, tu vois. Et c'était le début du personal shopping aussi. Okay. Ça se faisait pas trop en France. J'ai fait ça 2 ans. Et à côté, en fait, dès que je travaillais pas, je me suis dit, vu que dans ce milieu, quand t'es assistant, les 3 quarts du temps, ils te payent pas. Je vais pas aller travailler gratuitement pour quelqu'un d'autre alors que je dois déjà travailler pour payer mon loyer. Donc je préférais me faire toute seule, quitte à apprendre tout sur le terrain, que d'aller bosser, de me dire je vais bosser le week-end, déjà je travaille toute la semaine et en plus je suis pas payée pour aller bosser pour quelqu'un. Ça me semblait un peu lunaire, tu vois, comme concept. Donc du coup, dès que j'avais du temps libre, je travaillais. Mon ex à l'époque, il m'aidait pour faire les retours shopping et tout, il avait la voiture, j'avais mes potes qui me filaient des coups de main. Enfin, tu sais, c'était vraiment en mode entraide. Après, je suis partie chez Carven à la femme et tu sais, je réduisais mon temps de travail. En fait, je suis passée de 35 heures, après je suis passée à 30 heures. Voilà, tu vois, pour essayer d'avoir un peu plus de temps pour le stylisme. Du coup, j'ai fait Carven pendant 2 ans pour apprendre la femme et un peu plus luxe. Et après, je suis partie chez Byredo, tu vois, la marque de parfum. Oui. Ils avaient ouvert il n'y a pas longtemps avant au Bon Marché et j'avais vraiment envie d'apprendre la culture du parfum. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chez Byredo parce que comme ça, je vais apprendre la culture, je vais travailler dans le luxe et je reste dans la vente. Et là, je suis passée en 20 heures ou 24 heures. Et après, j'ai arrêté, je me suis mis au chômage et pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Stylisme, jusqu'à ce que je puisse en vivre dès que le chômage il s'arrête, quoi. Mais comment tu fais en te disant, bon, ok, là, j'ai assez charbonné dans ma vie
pour pouvoir me mettre au chômage et réaliser mon rêve. Comment tu fais pour mettre un pied dedans, sachant que c'est compliqué au début? J'avais déjà un pied dedans parce que en fait je me disais juste ça va marcher. Ouais. Tu vois, je croyais j'ai toujours cru, et même ma famille, tu vois, ils ont toujours cru en moi aussi, dans le sens où quand tout le monde est autour de toi à te dire tu vas y arriver, tu sais, c'est une force énorme. De fou. Et ça, c'est une chance parce que j'imagine les gens où par exemple leur famille disent tu vas pas bosser dans la mode. Il faut que tu fasses des études. Tu dois prouver à toi, tu dois prouver à ta famille. Moi je sais que j'avais peut-être pas autant de moyens que tout le monde de pouvoir faire des écoles, mais on croyait vraiment en moi et moi je me suis toujours dit je vais y arriver en vrai. De toute façon il y a que comme ça, faut que tu persévères et tu y arriveras. Donc, c'est plus j'avais peur de me dire vu que personne m'a formée, est-ce que je fais les choses comme il faut? Ok. C'est ça, parce que quand j'ai commencé à travailler avec les clients et tout, je connaissais rien. Personne m'avait expliqué. Ouais. Donc, par exemple, j'ai commencé à avoir des contrats. Mais tu vois, après j'ai eu la chance de rencontrer par exemple Mathieu Villasco, qui est un photographe qui fait la DA chez Starco, tu vois, qui a cru en moi et qui m'a fait travailler avec Ice Nobiety. Ah oui. Tu vois, et lui il m'expliquait plein de choses et il m'a vraiment aidé et on a grave avancé ensemble. Pareil, Paul Samb qui est un ami, grâce à lui qui m'a fait faire Reebok, j'ai fait mes 6 premières grosses campagnes avec lui et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, avec qui on a avancé ensemble. Donc je pense que c'est vraiment ça ma force et qui ont toujours été, justement qui n'étaient pas dans le jugement, tu vois, et qui étaient là à se dire on va tous avancer ensemble. Peut-être qu'on n'a pas tous été formés à l'école de la mode comme il faut, mais on est tous là et on a tous envie de réussir. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence et qui a fait que j'en suis là aussi aujourd'hui. C'est hyper important l'entourage. Ouais. Et même de s'entourer de personnes qui ont la même énergie et la même envie que toi, ça te donne encore plus de force pour... Et les mêmes valeurs aussi, je pense. Et les mêmes valeurs aussi. Ouais. De se dire, ok, il n'y a pas de personne qui est supérieure, plus importante que l'autre, on est tous ensemble et on y va, quoi. Ouais. Et on fonce et chacun essaye de faire son petit bout de chemin. Et si moi je peux t'emmener dans mon truc, je t'emmène. Et aujourd'hui... En 2023, c'est quoi une journée type de styliste? Ça dépend de la journée, parce que moi je fais de tout. Enfin, tu sais, je fais autant de la publicité que du VIP, que de l'édito, que du personal shopping. Donc tu as plusieurs journées types, mais c'est beaucoup de mails, beaucoup d'aller chercher des sacs dans les showrooms, etc. Les ramener, installer sur cintre, steamer, créer des looks, les faire porter, aller sur les tournages. Et après, il faut tout retrier, tout ramener. Ouais. Faut pas se tromper de bureau de presse. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup d'organisation. Les gens ils se rendent pas compte de l'extérieur. Mais ça doit être un taf énorme. Puis même négocier des accès pour les artistes, c'est pas juste appel, on t'envoie. Il y a plein de maisons qui te disent non. Des fois il faut que tu travailles l'image avant d'arriver à avoir ce que tu veux aussi. Donc franchement c'est un travail qui est énorme et on montre pas assez, je trouve, derrière aussi ce qui se passe. C'est clair. Je trouve la pression qu'on a le plus nous en tant que styliste, c'est que quand tu déplaces 100 000 € de marchandises, si tu as une pièce qui est endommagée ou que tu perds ou que tu abîmes quelque chose, même si c'est pas de ta faute, c'est toi qui payes. Sérieux? Bien sûr. Ça, je pense, pour nous, la pression, elle est plus là que... L'artiste, en soi, une fois que tu connais ton travail, tu vois, tu sais comment travailler. Tu peux l'avoir un peu quand t'es plus jeune. Et t'as toujours ce truc quand tu travailles avec des maisons. Tu sais, t'es stressée là. Ouais. La première fois que j'ai fait un truc avec Vuitton, j'ai pas dormi, tu vois. T'arrives le matin, tu te dis, oula. Mettons, j'ai une assistante qui se fait agresser avec la valise ou quoi que ce soit dans le métro. Même si c'est pas de ma faute, je suis obligée de payer. Chez des copines, il leur est arrivé, elles se sont fait voler une paire, par exemple, 900 € de chaussures Chanel. Elle est obligée de rembourser. Ou sinon, tu dois t'arranger avec la presse pour faire des publications, pour, on va dire, renvoyer l'ascenseur. Et c'est comme ça aussi, du coup, tu leur dois un service ou tu payes une partie. Enfin, tu sais, c'est toujours embêtant, mais la pression, pour nous, elle est quand même là. Ça veut dire quand tu déplaces 6, 7, 8 valises, des fois, tu pars à l'étranger. S'il y a le moindre problème, je peux te dire que quand j'attends les valises à l'aéroport... T'es comme ça. C'est comme ça. Moi, une fois, j'attendais, la valise, elle est arrivée en dernier. T'es blanc, quoi. Tu sais que t'as full Dior ou je sais pas quoi dedans. Et même si t'es assuré... mettons tu perds un ensemble Dior, franchement c'est chaud quoi, tu vois. Je savais pas du tout. Pour ta réputation, il y en a que je connais à qui c'est arrivé. Même moi ça m'était arrivé à l'époque, on nous a volé quelque chose sur un set en extérieur, j'ai dû rembourser. C'est pas de notre faute, mais tu vois, et encore moi c'était 300 €. Mais quand c'est des 3 000, 5 000 €, en fait t'as une pression globale parce que t'as tout ça et les gens ils se rendent pas compte de l'extérieur. Mais après tu vis avec, entre guillemets. Moi je suis pas en train de penser ce qu'on va me voler parce que sinon... Sinon tu fais plus rien. Voilà, mais franchement, je pense que t'as quand même une énorme pression par rapport à ça et les gens ils se rendent peut-être pas compte parce que t'imagines, tu te passes une robe à 5 000 €, tu serais quand même en stress de devoir me la ramener. Puis tu sais, des fois les gens ils te disent « Ah, on va shooter sur le cheval », tu te dis « un cheval ça sent, elle tombe du cheval, je vais me faire tuer, en plus il commence à pleuvoir et les gens ils sont là, ah ça va être trop beau, t'es là,
oui, ça va être très beau, mais la robe, elle coûte très cher aussi, tu vois, donc c'est stressant, quoi. Et comment t'arrives à... Parce que tu vois, même, je vois sur tes publications sur les réseaux sociaux, chaque artiste, quand même, a son identité. Ouais. Tu vois, de style. Mais comment on arrive à... Comment tu fais, toi, pour arriver à dire que cette personne-là, bah, enfin, tu vois, quand tu vois une pièce, tu te dis directement, ça sera pour cette personne-là ou pour une autre, non pas pour celle-là. Bah, c'est hyper important en fait de connaître l'artiste avec qui tu travailles et de bien s'entendre avec. Enfin, après, je te dis, je parle pour moi parce que je sais que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Tu vois, il y a des stylistes, ils vont prendre plein de contrats et tout, ils sont peut-être pas dans la même démarche, mais je sais que je préfère avoir moins d'artistes, mais tous les artistes avec qui je travaille avec eux sur le long terme. Je prends vraiment le temps, bah, je te dis, d'aller faire des personal shopping, de faire des essayages la veille. En fait, il faut que tu passes du temps avec l'artiste, que tu t'échanges pour savoir ce qu'il aime pas. Et ça te permet vraiment de savoir, bah, on va dire, où tu vas aussi, quoi, tu vois. Et après, au bout d'un moment, tu commences à le connaître, tu vois la pièce et tu dis, ah, mais ça, tu vas kiffer, tu vois. Genre, toi, je sais que je te suis sur Insta, t'es comme moi, on est des fans de ta vie. Tu vois, où il y en a, je sais, qui vont porter tout le temps des suites à capuche ou qu'ils aiment bien tel type de... Bah, en fait, tu finis par le savoir. Parce que en fait, quand tu es force de proposition, tu vois aussi ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Et des fois, tu les emmènes faire les boutiques, tu prends en photo ce qu'ils aiment et tu te rends compte qu'ils ont choisi que des pulls col V sans manches, tu vois. Donc, tu arrives à savoir. Et après, c'est à toi aussi d'arriver à amener quelque chose qui vient de ton univers et qui va leur plaire. T'es à ton compte, t'as toujours été finalement à ton compte. J'ai toujours été à mon compte. Quand tu t'es lancée. Ouais. Et aujourd'hui, t'as une équipe avec toi où tu travailles toujours J'ai toujours des assistants qui travaillent avec moi, que je forme. J'en ai eu quand même plus d'une dizaine en presque 10 ans. Ça passe, hein. Ça passe. Et en gros, moi je travaille avec les filles, il y en a une qui travaille vraiment quasiment tout le temps avec moi. Okay. Mais les 3/4 des filles, elles sont ponctuelles et elles sont payées à la journée. Donc tu vois, comme ça, je les book à la journée. En fonction des projets. Voilà, c'est ça. Okay. Et après, quand ça leur permet à côté, si elles peuvent avoir aussi d'autres jobs, parce que le freelance, c'est quand même pas très stable, de savoir que, ben, tu vois, des fois, elles m'appellent, elles me disent, alors le 15, 16, 17, j'ai un job pour autre chose, t'as besoin de moi. Ou des fois, je sais qu'elles sont pas là à ce moment-là, mais vu que j'ai quand même formé pas mal de personnes, si elle est pas dispo, ben, j'ai une liste et je les appelle au fur et à mesure, ça va, t'es dispo, ben, machin. Donc il y en a toujours une ou deux qui sont dispo, et du coup, je bosse toujours avec les mêmes équipes quasiment. Et c'est des personnes avec qui je travaille depuis longtemps, où on a un vrai rapport de confiance aussi, tu vois. Donc c'est agréable. C'est cool de pouvoir aussi s'entourer de... Bah, ça revient au même, tu vois. Ouais. Une équipe solide sur qui tu peux compter, déléguer. Et puis de les voir grandir aussi. Et de les voir grandir. C'est qu'elles deviennent stylistes. Ouais, c'est ça. Il y en a des fois, je me dis, bon, c'est bon, là, ça fait 2 ans, on y va, tu vois. Genre, tu vas pas rester assistante styliste toute ta vie, tu vois. Mon but, c'est que elle croit en elle comme moi, on a pu croire en moi. Et aussi, toutes les erreurs que j'ai pu faire, bah, on va dire que j'essaie de leur expliquer, tu vois, de leur dire, bon, bah, ça fait pas trop, essaye de gérer ça différemment et de les chaperonner, parce que c'est une chance que j'ai pas forcément eue, et j'essaye de leur éviter, on va dire, pas mal de choses que j'ai pu avoir dans le passé pour que ce soit plus facile aussi pour elles, ouais. Tu vois, et d'être un peu un mentor aussi pour qu'elles puissent grandir dans le stylisme. Et puis il y a beaucoup de fois où, par exemple, quand on m'appelle pour des jobs où moi c'est pas mes payes et que genre je considère, bah, je vais les faire travailler dessus, comme ça leur fait leur premier contrat. Ah ouais, et moi cool, je suis à côté, je les chaperonne s'il y a un problème, comme ça elles peuvent m'appeler, et puis elles savent qu'elles sont pas sans filet aussi, dans le sens où tu vois, je vais les aider à faire leur PDF, etc. Et puis comme ça vient aussi de ma part, les clients ils vont être plus respectueux et plus carrés que si des fois t'arrives, tes personnes ont, tu vois, moi, s'il y a un souci, j'appelle, je dis bon, par contre, là, on avait dit 3 jours, c'est pas 4, sinon il faut payer. Mais quand tu es nouveau dans le milieu, tu peux pas te permettre de dire ça. Même, t'as du mal. T'as du mal même à négocier tes prix aussi, c'est compliqué. Bah aussi, oui, c'est ça. Moi, à l'époque, c'est pour ça, des fois, j'ai accepté beaucoup de choses parce que tu te dis, si je fais ça, je vais perdre le travail. Et... Sinon, on va pas me rappeler, j'ose pas, donc j'y vais. T'as ton loyer à payer, donc exactement. Des fois ça fait pas plaisir, mais du coup il y a des manques de respect, des choses comme ça, et tu te dis, bah de toute façon je suis obligée parce que sinon je vais pas pouvoir manger ce mois-ci, quoi. Donc, et c'est pas facile. Pas facile, ouais. Donc, et pour l'avoir vécu, et même encore aujourd'hui, des fois, c'était là, tu te dis... Même aujourd'hui, tu dois encore faire tes preuves, tu vois, sur des trucs comme ça, mais j'essaie au moins de leur éviter ça, quoi, tu vois, et de faire en sorte que ce soit plus simple. Et puis moi, je suis fière de voir quand j'ai des assistantes qui ont créé leur magazine ou qui font leur premier job, leur premier lookbook, je suis trop contente, tu vois. J'avoue. Je me dis, tu vois, c'est moi qui les ai formés, ça fait plaisir, tu vois. Donc voilà. Et il y a une personne qui veut se lancer, qui connaît pas du tout, qui a pas de contact, tu vois, un peu comme toi,
qui a des rêves plein les yeux et qui ne sait pas par où commencer? Bah, je pense qu'il faut persévérer, faut y aller au culot aussi. Ça marche de ouf, hein, je Ouais. trouve. Hein. Ouais, de toute façon, tu vois, qui ne tente rien n'a rien, je pense. Dans le sens où essaye, ça marche pas, ça marche pas. Et peut-être tu vas essayer 15 fois, ça marchera pas, il y a une fois où ça va marcher. Donc je pense qu'il faut vraiment faut foncer, même si des fois on va te dire non mais laisse tomber, ou ça c'est pas comme si, ou par exemple... souvent, c'est ce qu'on en discutait avant de commencer l'interview, quand j'ai commencé à me mettre sur TikTok. Par exemple, les gens ils étaient là, ah mais TikTok c'est pour les gamins, mais maintenant TikTok ça explose. Faut pas faire les choses parce que les autres le font, faut que tu fasses les choses parce que toi t'as envie de les faire. Et après, tu vas créer la tendance. Alors au début, c'est sûr que ça va pas marcher, ça risque de déranger. Mais le jour où ça marchera, toi tu sauras que tu étais là et que tu l'as fait avant tout le monde. Par exemple, moi j'ai eu du mal à me faire confiance, tu vois. Au début, j'étais en mode je peux pas, j'ai pas confiance. Je sais que par exemple, tu vois, quand j'ai commencé à habiller des rappeurs, moi dans la mode, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu devrais pas faire ça, c'est hyper mauvais pour ton image, tu fais trop de rap. T'es devenue habilleuse, enfin tu vois, honnêtement, c'était dur quoi, tu vois. Mais je me suis dit non, parce que je sais que peut-être ça va prendre du temps à ce qu'ils me fassent confiance aussi dans le rap et de pouvoir amener ma DA. Mais je sais qu'il faut que je persévère parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de stylistes dans le rap, il y en avait quelques-unes. Mais il n'y en avait pas énormément, tu vois. Et en tout cas, pas trop de stylistes qui faisaient appel à la presse parce que c'était encore, on va dire, moins ouvert là-dessus. Et c'est vrai que tu vois, ça m'a pris du temps, mais maintenant, au final, si tu regardes, il y a 2-3 ans, on avait invité les 4 Cuss au défilé Blue Marble, par exemple. C'était une des premières fois. En France, t'avais pas énormément, même Ralph Lauren, ils nous ont soutenus tout de suite, mais c'était quasiment les premiers rappeurs, je crois que même c'était les premiers rappeurs que Ralph Lauren les habillait. Donc ça a pris du temps, mais au final, maintenant, si tu regardes, les marques se battent pour que, et aussi avec Jacques Mus, etc., les rappeurs soient en premier rang des défilés. Après... forcément, et maintenant, limite, on me catégorise comme styliste du rap, alors que j'ai fait beaucoup de mode et j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais c'est vraiment... Il a fallu que j'y croie parce que personne n'allait y croire pour moi. Et je te dis, moi, à la limite, je me suis dit que j'avais fait une erreur. Tu vois, on m'appelait plus trop pour faire de la mode, on me catégorisait. À cause de ça ? À cause de ça. Moi, tu me l'as dit plusieurs fois, tu fais beaucoup trop de rap. C'est pas bon, ça va te gâcher ton image, faut que tu ralentisses. Et du coup, on m'invitait moins dans les événements mode à cause de ça. Et maintenant, j'ai fait Combini, j'ai fait Melty grâce à vous. Et les gens, ils m'invitent parce qu'ils veulent que je vienne avec mes rappeurs aussi et avec les artistes que j'habille. Donc je pense, en fait, c'est juste, il a fallu le prouver. Et maintenant qu'au final, le rap, tout le monde veut des rappeurs, du coup, moi, j'ai déjà fait ma place, on va dire. Mais ça a pris du temps et c'est pas encore installé à 100%. Donc je pense qu'il faut vraiment croire en soi. Et puis des fois, tu essayes aussi, tu te plantes. Hein. Il y a fait des trucs que j'ai fait, je me suis dit ça m'a marché. Et puis même des artistes sur qui je me suis occupée qui n'ont pas marché. Des fois, tu te dis merde, j'ai grave mis du temps, de l'énergie. Et puis au final... ça te permet de rebondir aussi. Oui, et puis de toute façon, tu apprends toujours de telle ou telle expérience pour aller plus loin. Mais tu vois, typiquement pour le rap, c'est aussi pour ça qu'on m'a invitée dans tous les médias. C'était parce que j'habillais des rappeurs. C'était pas du tout pour mon travail que j'avais pu faire pour la mode auparavant, tu vois. Donc comme quoi, un petit peu, mais souvent on me parlait de 4 Cuss, Maes. C'est vrai. On va parler de Zola, mais les personnes ne vont pas me parler de l'édito que j'ai fait pour Wonderland Magazine ou la cover de Please, le El Mexique ou des choses comme ça. Alors que même j'ai travaillé pour des Schiaparelli ou des choses comme ça pour du L, on m'en parle jamais. Parce que c'est pas ça que les gens ils voient dans les médias, tu vois, les 3/4 du temps. Ça va être les célébrités, tu vois. C'est vrai. Donc, c'est ce qui attire l'œil, je pense. C'est ça, alors que le travail qu'on fait, il est beaucoup plus large en fait, au final. Mais tu vois, ça prend du temps, quoi. Et au final, mais tant mieux. Je veux dire, mais je pense qu'il faut vraiment que les jeunes y croient en eux, et je pense se servir aussi des réseaux sociaux. Je pense que c'est une porte aujourd'hui où il faut la prendre, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'il suffit que tu arrives à avoir 100 000 followers, peut-être que les marques ne te le calculer pas avant, mais au début, on va te dire non, 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 et une fois que tu es connu, ah, ce serait super que tu viennes à notre événement. Et tu vas t'en prendre des portes avant d'arriver là. Et au final, on va t'inviter parce que du coup, tu as des mondes qui te suivent. Donc je pense qu'il faut persévérer, arriver à faire des choses qui sont différentes et surtout il ne faut pas être un suiveur. Je pense qu'il faut être un leader et amener... Ça touche. Ça touche. Parce que si tu fais comme tout le monde, ça marchera un temps mais ça ne marchera pas sur le long terme. Parfait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir échangé avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire et on se voit bientôt. Bisous.